Donc à la dernière séquence sur la biodiversité fonctionnelle. Le titre est un joli titre, je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est bien le groupe qui l'a trouvé, c'est un très bon titre. Est-ce que c'est une alliée pour la réduction des phytosanitaires ? On le pense, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut laisser faire sur nos vergers? Donc ça va être l'objet de toute cette séquence. Je vais laisser la parole à Baptiste qui s'est présenté ce matin et qui va introduire cette séquence. Et ensuite, Marc Miette viendra animer les différents témoignages qui vont illustrer la séquence. Voilà. Tout à fait. Merci Jean-Michel. Donc, rebonjour tout le monde. Effectivement, j'ai la charge d'introduire cette séquence thématique sur la biodiversité. Je vais faire une présentation assez courte, en fait, sur la biodiversité dans les fermes du réseau Défi. Je pars en fait, alors je passe les petits diapos d'introduction, je pars d'une enquête qui a été réalisée en 2018 dans le réseau Défi sur la biodiversité pour toutes les filières. Et dans cette enquête, alors pourquoi cette enquête ? Parce que la biodiversité dans Défi ne fait pas l'objet d'un suivi au même titre que l'IFT et puis tout ce qui concerne les indicateurs technico-économiques, charge, rendement, etc. Mais on s'est très rapidement aperçu que la biodiversité était une composante extrêmement importante dans nos systèmes de culture. Donc voilà, pour un peu pallier à ça, pour avoir un premier niveau d'information sur ce qui était pratiqué dans le réseau, et puis pour aussi avoir un peu une idée de la perception de la biodiversité par les agriculteurs du réseau Défi, cette enquête a été faite. Je vais vous présenter les résultats pour la filière arboriculture surtout, évidemment. Et puis, il y a eu beaucoup de questions dans cette enquête, donc j'ai fait une sélection, je présente vraiment que les choses claires et simples pour vraiment introduire comme il faut cette séquence. Donc, on a eu suite à l'enquête, on a eu 58 exploitations arboricoles qui ont répondu à l'enquête, ce qui est plutôt pas mal, ça fait à peu près un quart de réponse. Une première question très simple qui a été posée, c'est quelle importance accordez-vous à la biodiversité sur votre exploitation? Donc là, c'est que les arboriculteurs qui répondent. Vous voyez, c'est très clair, c'est relativement important, voire c'est crucial pour la très grande majorité des réponses. Deux ont répondu que c'était peu important. Il y avait une quatrième réponse possible qui était c'est pas important du tout. Ça n'a pas du tout été donné comme réponse. Donc ça montre vraiment là l'importance claire de cette composante dans les vergers. On leur a demandé aussi de un peu lister, de citer les différents auxiliaires qu'ils connaissaient, qu'ils avaient, qu'ils retrouvaient dans leur verger. Donc là, vous avez une espèce de liste que je vous montre, pour vous montrer que du coup, il y en a beaucoup des auxiliaires qui sont cités, beaucoup d'invertébrés, un petit peu des oiseaux, un mammifère aussi. Et on leur a demandé aussi de citer les bioagresseurs qui étaient liés aux auxiliaires qu'ils citaient. Donc voilà, ils en ont cité quelques-uns aussi, et reviennent quand même en force les pucerons et les acariens notamment. On leur a posé une question un peu délicate, mais sur leur perception, c'était est-ce qu'ils pouvaient nous dire, est-ce qu'ils estimaient qu'avec la présence d'auxiliaires, ils arrivaient à faire des économies d'IFT. Donc là, je vous ai sélectionné les 5 auxiliaires qui avaient été les plus cités dans l'enquête. Donc là, c'est une histoire de couleur encore. Quand c'est vert, ça veut dire que oui, ils estiment qu'ils arrivent à économiser un certain nombre d'IFT par la présence d'auxiliaires. Donc ça, c'est pour montrer simplement que pour ces producteurs-là, la biodiversité, elle est vraiment prise en compte au quotidien, dans les pratiques, dans la gestion des bioagresseurs. On leur a demandé quel type d'aménagement, c'est le graphique du haut, quel type d'aménagement ils mettaient en place dans leur exploitation. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, le vert, ça veut dire qu'ils mettent en place un peu ou beaucoup les aménagements cités, voire quand c'est en bleu, c'est en projet. Donc en ce qui concerne la mise en place de haies et de bandes enherbées, hop, pardon, c'est pas ça. Voilà. Ici, la mise en place de haies et de bandes enherbées, on voit que c'est quand même plutôt beaucoup mis en place dans les vergers du réseau Défi. C'est un peu moins le cas sur des aménagements comme les bandes fleuries, les piquets à rapaces, les nichoirs, les mares, mais malgré tout, il y en a quand même un certain nombre qui le mettent en place. On leur a aussi posé la question de quel type de pratiques qui peuvent favoriser la biodiversité étaient mobilisées dans les vergers. On voit citer ici l'adaptation des dates et heures de pulvérisation, c'est systématiquement fait, je pense que c'est surtout par rapport aux abeilles. Les profils de produits à spectre spécifique, c'est aussi très largement fait. Dans la majorité des vergers, on apporte de la matière organique pour fertiliser, donc ça aussi c'est une pratique qui favorise la biodiversité. Donc là aussi on voit que c'est majoritairement fait. Après la question était, j'ai hésité à mettre ce graphique comme ça, mais la question était un peu bizarrement posée, mais il y a la question de l'enherbement aussi, qui est dans la majorité des vergers, et on laisse un terrain enherbé, et c'est aussi une pratique qui favorise la biodiversité. C'est un peu ça qu'il faut retenir de ce graphique. Et une dernière question que je vous ai retenue, c'est ressentez-vous le besoin de progresser sur la thématique biodiversité?
À part ceux qui n'ont pas répondu, vous voyez bien que très majoritairement, ils répondent oui. Donc ce que je retiens de ce questionnaire-là, de cette enquête, c'est que oui, c'est parfaitement intégré, je pense, pour beaucoup de monde que la biodiversité est extrêmement importante dans nos pratiques en verger, qu'elle est intégrée pour certains, ils s'en servent au quotidien pour gérer les bioagresseurs, et que malgré tout ça, eh ben, ils ont besoin de progresser. Donc c'est une transition toute faite pour la prochaine intervention de mon collègue du CTFL, Jean-Michel Ricard, qui va venir nous parler de la biodiversité et de comment la favoriser, si je ne me trompe pas. Pendant qu'il s'installe, juste un petit mot, toutes les présentations que vous avez vues aujourd'hui seront disponibles sur le site Ecophytopic. Voilà, c'était une précision à apporter qui vous permettra donc de revoir toutes ces présentations et vous aurez aussi la possibilité de contacter les intervenants à partir des présentations. Bonjour et merci de me laisser la parole. Donc en fait, j'ai prévu une présentation. Le but de ma présentation, c'est de vous montrer les liens étroits qu'il peut y avoir entre biodiversité et réduction des intrants phyto, le potentiel de la régulation naturelle et finalement aussi quelques grandes réflexions sur un peu les aménagements et quelques idées qui seront reprises ensuite par les autres interventions ou témoignages. Voilà, donc ces travaux, ils s'appuient sur ces résultats s'appuient sur des travaux qu'on mène au CTFL de Balandran avec mon collègue Michel G et aussi avec d'autres partenaires. On a pas mal travaillé avec l'INRA d'Avignon à l'occasion de thèses. Tout d'abord, une petite diapositive pour resituer un peu le cadre. Donc en fait, les ravageurs qu'on connaît, hein, ils sont sous l'emprise de trois grandes forces. La pression phytosanitaire, ça n'a pas besoin d'en reparler, l'action des auxiliaires, leur diversité et surtout leur abondance, via la prédation et le parasitisme. Et puis il y a également aussi les autres pratiques, tout ce que j'ai mis dans un paquet, autres pratiques, et puis le paysage local au plus lointain, qui joue également sur la présence ou la répartition de ces ravageurs. Là, je globalise tous les ravageurs. Et vous avez aussi la pression phyto, ça on le sait, qui a un impact sur les auxiliaires au sens large. Et puis, bien entendu, le paysage local ou plus global qui va jouer sur la répartition des auxiliaires. Les 2/3 des auxiliaires des vergers passent leur vie à un moment donné en dehors des vergers, ou des parcelles, c'est-à-dire dans des habitats semi-naturels que vous avez à proximité ou beaucoup plus loin. Donc on est sur un schéma où on voit qu'il y a beaucoup d'interactions. Et nos questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut plutôt activer la voie centrale de régulation naturelle en diminuant les intrants et puis en aménageant soit l'environnement local, soit le paysage plus lointain. Donc pour essayer d'étayer un peu et de montrer d'abord l'aspect un peu rôle, j'ai pris volontairement quelques exemples à travers trois grands groupes qui aussi agissent à des niveaux très différents d'échelle spatiale notamment, que sont les araignées, les carabes et les chauves-souris. Ce sont aussi des prédateurs généralistes. Et qui dit généraliste et dit régime alimentaire varié. Et leur intérêt principal, c'est d'être toujours un petit peu présent à un moment donné dans les milieux cultivés. Et surtout de pouvoir agir à un moment donné par rapport au cycle du ravageur à un instant plutôt crucial. Contrairement aux spécialistes qui sont finalement plus dépendants de l'abondance des ravageurs eux-mêmes. Et puis, sur différents exemples. Alors, le premier groupe, c'est celui des araignées de la frondaison, qu'on va retrouver dans les vergers. Alors, pourquoi les araignées? Alors, c'est environ une quarantaine d'espèces en verger pour 10 familles. Alors pourquoi quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans les vergers. Bon, ça va approfondir notamment les noms, ce qui n'est pas le plus intéressant, mais ce qu'on retrouve souvent, des Philodromus, des Salticidés, ce sont des araignées sauteuses, des Chiracanthium, des Aniphéna. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces araignées, de par leur sensibilité en général aux insecticides, sont des bioindicateurs intéressants de l'impact des pratiques. Elles ont aussi, surtout, ce sont toutes des insectivores, donc elles ont un potentiel d'attaque de certains de nos ravageurs. Des modes de chasse variés, donc des niches écologiques, même dans l'arbre, etc. Et puis, une activité aussi diurne et nocturne. Les deux du haut sont plutôt diurnes, les deux du bas sont plutôt nocturnes.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont capables de travailler, enfin, en tous les cas, de s'activer à basse température. On a pu le vérifier sur les deux, la Philodromidée et Aniphénidée. Ce sont des araignées à 1 degré, elles sont capables de s'activer en verger. Et avec des outils, des marqueurs moléculaires, on a pu, par exemple, sur les Philodromus et les Aniphéna, vérifier qu'elles consommaient des fondatrices de pucerons aux alentours du 15 mars. Donc c'est le travail invisible, on va dire, de la biodiversité, dans le sens où, finalement, vous avez bien compris, une fondatrice en moins, c'est un foyer, enfin, ou plutôt des foyers de pucerons à venir en moins. Voilà. Et au-delà de cet aspect purement qualitatif, avec des amorces ADN, on a essayé aussi, par exemple, de travailler sur une évaluation un peu plus quantitative de la régulation des araignées. Donc, par exemple, en travaillant sur des vergers non traités, en regardant la variation du nombre de colonies par arbre en fonction de l'abondance par arbre, donc c'est vraiment un travail de recherche à l'échelle de l'arbre. Et on a pu voir que toujours ces fameuses philodromidées là, qui se réveillent bien en sortie d'hiver, eh bien, la variation du nombre de pucerons était liée, était négativement corrélée à l'abondance d'araignées par arbre. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez d'araignées par arbre, et moins il y a d'accroissement du nombre de colonies de pucerons. Donc c'est une autre manière de quantifier, ou disons d'aborder, d'approcher cet effet de régulation qu'on nous demande toujours et qu'on veut toujours essayer de travailler, avec difficulté aussi quand même, il faut le dire. Par contre, à d'autres périodes, on ne voit plus cette relation, puisque on est sur des périodes d'explosion des colonies, etc. Et là, on a moins d'effets significatifs, on n'a pas plus d'effets significatifs de la régulation. Alors, ces araignées aussi, elles viennent en complémentarité avec d'autres auxiliaires. On a pu le vérifier, notamment les larves de cirfe ou les forficules. On a pu le vérifier par différentes méthodes. Donc, elles viennent vraiment compléter cette action-là. Et puis, autre point également intéressant, c'est aussi une consommation d'autres ravageurs que le puceron, que les pucerons. Des œufs de carpocaps, des mouches de l'olive. Ça a été aussi montré par marqueur moléculaire. Le deuxième groupe auxiliaire, alors lui, il est plus intéressant par rapport à la strate au sol. Ça concerne les carabes, environ 20 à 40 espèces selon les types de vergers, les régions, etc. Et l'intérêt, c'est que beaucoup de ces carabes sont prédateurs, alors soit carnivores stricts, soit omnivores, et qu'on les retrouve, disons, de manière assez générale dans tous les vergers, quels qu'ils soient. Alors, on a pu vérifier également avec des marqueurs ADN que ces carabes consommaient du carpocaps à la tordeuse orientale, de la mouche d'olive. On sait aussi qu'il y a un potentiel de consommation des pucerons. Et voilà, on peut aussi caractériser un petit peu mieux les traits qu'on appelle les traits fonctionnels, c'est-à-dire un peu les grandes caractéristiques d'un carabe prédateur intéressant en termes fonctionnels en arboriculture, plutôt des espèces de grande taille, etc. Le fait qu'ils soient omnivores ou granivores, ça montre aussi l'importance de l'enherbement et des strates herbacées aussi dans les milieux cultivés. Voilà, on a travaillé aussi sur les araignées du sol. Certaines espèces, familles, sont vraiment strictement inféodées au sol, et elles aussi, elles consomment, par exemple, des larves de carpocaps à certains moments de l'année. Alors, troisième groupe, là, on change vraiment d'échelle d'approche, d'échelle spatiale. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Eh bien, les chauves-souris, c'est sur la costière de Nîmes, environ 17 des 34 espèces françaises qui ont pu être contactées, avec bien sûr une surreprésentation des 4 espèces de pipistrelles les plus abondantes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est souvent là où on a le plus d'activité en relation avec des milieux, des surfaces aquatiques, des plans d'eau, des surfaces boisées, une complexité du paysage importante à proximité de ces vergers-là. Et puis, on a fait un travail sur leur activité régime alimentaire, on va dire,
avec toujours des marqueurs ADN, en récupérant des crottes, en analysant, etc. Et on voit que, bon, sur toute une série de dates d'analyse, qu'on a une consommation, alors là c'est toujours qualitatif, mais un pourcentage de crottes positives à nos marqueurs ADN, avec du carpocalze, de la tordeuse orientale, voire même de la mouche d'olive, donc qui montre aussi que elle consomme au crépuscule, c'est beaucoup des pipistrelles dans ce cas-là, des ravageurs notamment de la pomme. Alors la question qu'on va se poser, maintenant qu'on voit un peu le rôle, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser tout ça? Donc les auxiliaires, puis en cascade, on espère la régulation. Ça pose la question de l'effet des pratiques et aussi de l'effet du paysage. Alors j'ai pris un petit exemple qui est celui qui a été travaillé pendant la thèse de Manon Lefebvre, dans le cadre de travaux faits sur les vergers de Basse-du-Rhin, dans 50 vergers. On a regardé pour cette espèce d'araignée, donc c'est un cas particulier, mais intéressant, l'effet de l'environnement, l'effet des haies immédiatement à proximité des parcelles, l'effet des filets, l'effet du paysage environnant dans un rayon d'environ 500 mètres, et puis l'effet des pratiques phytosanitaires. Et on voit que, alors là on ne voit pas grand-chose, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que les filets, j'ai indiqué en vert, ont un impact plutôt positif sur l'abondance de cette araignée-là. Alors pourquoi? Probablement par un effet de protection simplement de la prédation des oiseaux. Donc on voit aussi les conflits qu'il peut y avoir entre groupes auxiliaires. Il y a un effet positif des haies immédiatement à proximité environnant les parcelles, les vergers. On retrouve un effet de l'environnement paysager local, alors notamment pour tout ce qui est, on pourrait presque dire, des habitats semi-naturels de proximité, des bois, dans un environnement d'environ 250 mètres, ou des vergers abandonnés. L'effet positif de parcelles en agriculture biologique à 50 mètres. Et puis un effet négatif des IFT sur global, hors granulovirus, sur en fait l'abondance d'échantillonnage de ces araignées. Alors, une question qui se pose, c'est plutôt comment est-ce qu'il y a une généralisation possible de ces résultats, parce que c'est pas mal de cas particuliers que j'ai pu vous présenter. Alors, il y a ce qu'on appelle les méta-analyses qui essayent de regrouper un peu statistiquement un peu toutes ces questions. On peut dire que quand on augmente la diversité des ennemis naturels, on a une réduction des phytophages. Qu'est-ce qui se passe quand on complexifie à l'échelle de la parcelle le milieu cultivé? Une méta-analyse sur 550 XP, quand on compare culture diversifiée avec monoculture, on a une diminution des herbivores, enfin des phytophages, des ravageurs, phytophages, une augmentation des ennemis naturels, une diminution des dommages. Donc on peut dire qu'en fait, quand on augmente cette diversité dans et autour de cultures, on augmente la régulation naturelle des ravageurs. C'est un peu les leviers, les principes qu'on veut mobiliser dans des systèmes XP dont on a parlé tout à l'heure ce matin, ou avec l'XP Alto par exemple. Voilà. Quand on augmente la complexité des paysages, c'est-à-dire quand on a plus de surfaces d'habitat semi-naturel et qu'elles sont mieux connectées entre elles, donc pareil, sur tout un tas de travaux, on montre qu'on favorise la diversité et l'abondance des auxiliaires, on va favoriser la prédation dans la fonction vraiment écologique. Par contre, les résultats en cascade sur la régulation des ravageurs sont moins visibles et moins facilement visibles. Ça a été, maintenant il y a des publications plus récentes qui montrent qu'on peut avoir des effets positifs, mais c'est pas toujours aussi net que ça. Voilà, et puis d'autres éléments que j'ai pas le temps d'aborder. Donc en fait, maintenant on sait pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire quand on aménage des parcelles ou des exploitations, c'est-à-dire qu'on va chercher à connecter les parcelles avec les habitats semi-naturels, donc créer des corridors. On va favoriser l'hébergement des espèces, c'est-à-dire à la fois la capacité à se reproduire, à nicher, et puis d'augmenter les ressources trophiques, c'est-à-dire de quoi manger. Alors, les friches et bandes enherbées, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure après avec les interventions, donc j'y reviendrai pas dessus, mais ce que j'avais prévu, c'est de donner quelques flashs sur d'autres aménagements plus orientés vertébrés, nichoirs, perchoirs et mares. Dans les nichoirs, comme on en parle, c'est pas mal, assez souvent dans les vergers, c'est surtout pour augmenter l'absence, en premier lieu, l'absence de cavité naturelle, parce que c'est des oiseaux cavicoles, pour beaucoup, les mésanges par exemple. Et voilà par exemple quelques photos qui montrent l'attractivité d'un nichoir à chouettes et frais vis-à-vis de tout un tas de nombreux oiseaux.
sur le fait de pouvoir disposer d'un espace pour nicher. Et puis ces nichoirs, bon, mais il y en a tout un tas de modèles, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a moyen, voilà, d'introduire différents types de nichoirs aux bons endroits. Ça peut être en applique, dans des greniers, dans des remises. Ça peut être sous forme de nichoirs en béton de bois, voilà, pour les mésanges à proximité des haies, des vergers dans les haies, des espaces comme ça. Et ça nécessite quand même un minimum d'entretien, comme tout aménagement finalement. Les perchoirs à rapaces sont, on peut avoir un intérêt dans plutôt des vergers de fruits à noyaux, parce qu'en palissage, en verger palissé, ça n'a pas tellement son rôle. On a pu vérifier que ces perchoirs étaient relativement fréquentés avec des pièges photographiques. Et notamment, par exemple, sur la station de Balandran, on montrait qu'on avait 9 espèces de rapaces sur ces poteaux-perchoirs, sur une année d'observation, qui venaient fréquenter nos perchoirs, aussi bien des nocturnes que des diurnes. Donc on a un peu toute la panoplie finalement des rapaces les plus importants. Avec des images de capture de proie qui montrent que là aussi, il se passe des choses, souvent à des moments de l'année, ou de la journée ou de la semaine, où finalement on n'est jamais présent. Donc c'est aussi un moyen de montrer que certains aménagements sont utilisés sans qu'on voit vraiment quelque chose. Avec aussi l'intérêt d'aménagement de type comme des mares, surtout dans les zones sèches, qui vont permettre également d'héberger, je dirais, nombreuses espèces d'oiseaux, un peu les mêmes qu'on retrouvait au poteau-perchoir. Bon, là, il s'agit d'environnements similaires. Et puis, un intérêt aussi bien par rapport aux oiseaux qu'aux mammifères, aussi pour les chauves-souris, au niveau de la ressource et de la capacité à pouvoir un peu chasser des insectes et s'abreuver. Hein. On peut héberger ces chauves-souris vis-à-vis favoriser un petit peu avec des gîtes l'activité de ces chauves-souris, mais c'est pas le moyen principal, c'est pas la même manière d'aborder les gîtes et les nichoirs à oiseaux, on peut pas vraiment comparer. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que aménager, c'est aussi laisser faire la nature, ou pas faire grand-chose. Donc, voilà, laisser des arbres morts quand c'est pas dangereux, bien entendu. Laisser aussi en bordure un petit peu, laisser un petit peu la friche revenir. C'est une manière de parler, mais c'est aussi, voilà, essayer de se dire qu'on n'est pas obligé de faire le même entretien partout, à tous les endroits. Et qu'on peut essayer aussi d'extensifier davantage, quand c'est possible, les endroits de l'exploitation qui peuvent l'être. Donc, en conclusion, on peut voir qu'il y a vraiment 2 actions complémentaires vis-à-vis de l'aménagement en faveur de la biodiversité. C'est d'une part préserver l'existant, mieux gérer l'existant, éventuellement créer des habitats semi-naturels avec ces principes connectivité, surface et qualité, des qualités d'accueil, de diversité intrinsèque. Et puis, il y a la diminution de l'intensité des pratiques qui va de pair, parce que l'un et l'autre, je pense que vous l'avez compris, se tiennent. Voilà. Et ça aussi, à toutes les échelles, on a vu du paysage jusqu'à quasiment intra-parcellaire. Je vous remercie de votre attention. Et une petite sentence supplémentaire pour montrer que la régulation, c'est pas toujours visible, mais ça fait du travail de fond. Donc, merci Jean-Michel. Tu peux aller t'asseoir. Je le répète, gardez précieusement vos questions pour tout à l'heure. Voilà. Donc on l'a vu, on n'a pas forcément besoin en fait d'être naturaliste pour confirmer, donc pour observer ou mettre en place des mesures en faveur de la biodiversité. Donc on va voir que maintenant, dans le réseau Défi, en fait, et Défi Ferme et Défi XP, on peut voir qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Donc François, je vais te laisser te présenter et voir un peu ce qui est mis en place là dans ton projet XP. Voilà. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc François Warlop du groupe de recherche en agriculture biologique à Avignon. Donc effectivement, on a participé à ce projet vertical, un projet Ecophyto XP
de 2012 à 2018, qui est remplacé ensuite par un projet Ampusa, donc de 2019 à 2025. Donc ce sont deux projets qui portent sur des formes d'agroforesterie, avec des espèces fruitières intercalées avec des cultures annuelles, soit des grandes cultures, soit du maraîchage diversifié, donc grande culture sur la plateforme Table dans la Drôme et maraîchage diversifié donc à Avignon sur la ferme de la Durette. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, mais on a placé la biodiversité cultivée et la biodiversité sauvage comme deux compartiments très importants et donc deux leviers, comme on dit un peu dans notre jargon éco-phyto, deux leviers fondamentaux. Et donc la biodiversité sauvage, qu'elle soit fonctionnelle ou pas, comme des composantes importantes, mais complexes, comme vient de le dire Jean-Michel, parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses qu'on essaye de suivre et qu'on essaye de comprendre, mais il se passe surtout beaucoup de choses qui nous échappent complètement, puisque effectivement les régulations se passent avant qu'on ait eu quelques traces que ce soit sur les cultures. Donc voilà, j'ai plutôt pris l'angle donc de montrer la difficulté d'intégrer la biodiversité dans un projet de recherche. Alors une diapo un peu illustratrice pour montrer la complexité sur un verger des relations trophiques, comme on dit, entre la plante, ses ravageurs, son cortège de ravageurs, son cortège d'auxiliaires qui, comme encore une fois disait Jean-Michel, les prédateurs peuvent aussi se manger entre eux. Donc ça, on le sait pas, on connaît pas toutes les interactions. Donc voilà, la biodiversité aujourd'hui, un outil qu'on considère comme nous en tout cas, et que quelques idées qu'on a envie de vous faire passer comme un outil indispensable mais peu lisible. Donc effectivement, la biologie moléculaire nous a fait faire énormément de progrès depuis 15-20 ans pour avoir une réponse qualitative. On a vu des exemples juste avant d'un certain nombre d'organismes dont on sait qu'ils peuvent à un moment donné consommer des larves ou des adultes de certains ravageurs. On connaît les principaux prédateurs, mais encore une fois, quid de nombreuses autres espèces qui sont de la biodiversité ordinaire, mais on ne connaît pas leur régime alimentaire, on ne connaît pas leur biologie, leur écologie, on ne connaît pas les interactions et les synergies ou les antagonismes entre toutes ces différentes espèces de biodiversité, surtout dans un système qu'on appelle vertueux, c'est-à-dire où il y a justement une régulation et un équilibre écologique qui peut se faire, où donc il y a une diversité un peu exponentielle d'organismes auxiliaires qui vont interagir. Et donc la nécessité encore une fois, de rentrer dans une approche système, sans savoir, alors c'est un peu provocateur, mais sans savoir exactement la contribution unique de chaque auxiliaire, de chaque oiseau. Donc on ne veut pas savoir, je disais, si les mésanges consomment dans mon verger 4% ou 17% du carpocaps, mais c'est un ensemble d'éléments. Et donc un résultat analytique, comme ça avait pu être dit avant, est pas toujours transposable, puisque chaque exploitation est un essai, est un dispositif système en lui-même. Et donc il y a énormément de paramètres qui vont jouer. Donc un résultat qu'on va pouvoir avoir dans une recherche assez lourde ne sera pas toujours exactement transposable. Et donc la biodiversité, on considère que c'est un levier, mais à dimension très variable, et que c'est pas un intrant comme les autres. Donc une recette où souvent on nous demande, ok, je vais mettre une bande fleurie, mais combien de carpos ça va me baisser, ou mes pucerons, quelle pression ça va baisser. Mais c'est pas si simple, ça marche pas comme ça. Et donc voilà, petite intervention pour insister sur l'importance de considérer la biodiversité sans forcément avoir toutes les clés et toutes les réponses aujourd'hui de la recherche qui, si on attend d'avoir toutes les réponses, risque de venir un peu tard. Donc une biodiversité à mobiliser le plus possible dans un système également reconçu, c'est-à-dire pensé aussi pour permettre à cette biodiversité de s'exprimer.
Donc une combinaison de pratiques, encore une fois, actives, donc avec des choses plus ou moins, ça a été présenté un peu par Baptiste, plus ou moins faciles à implémenter selon le temps, la motivation qu'on peut avoir, mais justement aussi passives, hein, de végétation spontanée à laisser dans sa parcelle, au plus près possible des arbres, donc notamment au pied des arbres, une désintensification des pratiques phytosanitaires. Et puis à l'échelle de l'exploitation, bon, je répète un peu du coup, des zones refuges, des friches, du bois mort, les circuits de vente aussi qui peuvent, si on déborde un peu à l'échelle de l'exploitation, qui peuvent aussi impacter l'ensemble de l'itinéraire technique et donc des pratiques. Et voilà, passer en gros d'un cercle vicieux qui est représenté en fond d'écran par une monoculture qui va impacter donc l'itinéraire technique, les pratiques phyto et donc laisser difficilement la place à ces régulations écologiques, à un cycle vertueux qui permet donc en désintensifiant de laisser ces corrélations et ces interactions écologiques se mettre en place dans le temps et discrètement. Voilà, merci, c'était rapide. Pardon. Merci François. Je vais inviter Marie-Vincente Ristori, donc, qui est ingénieure réseau d'un groupe Clémentine en Corse. Et tout d'abord, oui, va t'asseoir et après tu interviendras. On va d'abord voir donc un petit film là sur donc un témoignage de Monsieur Jean-Luc Cabot, donc qui est donc directeur du lycée agricole de Borgo en Haute-Corse, qui n'a pas pu malheureusement se déplacer. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle sur cette exploitation et les caractéristiques de cette exploitation? Alors, je m'appelle Jean-Luc Cabot, je suis directeur de l'exploitation du lycée agricole de Borgo, situé en Haute-Corse. Donc, l'exploitation a une superficie agricole utile de 27 hectares, totalement irrigable. Sur cette exploitation, donc, il y a deux productions principales, à savoir les agrumes et les productions fourragères. Donc, les productions fourragères représentent une superficie de 20 hectares à peu près, et les agrumes 6 hectares, donc 4 hectares et demi en production. À part produire, vous avez mis en place des pratiques innovantes pour le maintien de la biodiversité et la diminution des intrants. Il me semble que tu as mis en place dans ton verger des petits dispositifs, des petits centres d'accueil. Oui, on a mis en place des nichoirs. Voilà, donc on a mis des nichoirs à forficules. En fait, ces forficules, c'est un autre nom plus commun, c'est le perce-oreille. Donc on a installé aussi des nichoirs à mésanges. Donc il y avait une dizaine de nichoirs sur le verger de Clémentinier, disposés à 30 mètres l'un de l'autre, à hauteur d'homme. Et on a observé donc une occupation au bout de 6 ans de 80% des nichoirs. Donc, alors nous on a eu comme projet de créer une haie composite. Donc en 2015, de manière à constituer un réservoir d'auxiliaires pour lutter certains ravageurs de clémentiniers. On a réfléchi sur un schéma de plantation, composé de 6 espèces locales, chêne vert, buis, myrte, arbousier, pistachier lentisque et puis sureau noir. Mais il me semble aussi que pour certains ravageurs, tu pratiques une forme de piégeage. Alors, effectivement, pour lutter contre la mouche méditerranéenne des fruits, on a mis en place aussi depuis une dizaine d'années le piégeage massif. Et ce piège est composé de 2 parties. Une partie, donc la base du piège qui est jaune, et le haut, le couvercle, qui est transparent. Il y a un patch composé d'hormones sexuelles. Et à l'intérieur du couvercle, il y a un insecticide qui est pulvérisé, qui s'appelle la deltamétrine. Donc les mouches sont attirées par l'attractif sexuel, et les émanations du produit font qu'elles sont détruites et capturées à l'intérieur du piège. Quelles sont les mesures principales de défi? Un petit rappel peut-être?
mesure principale, c'est donc de proposer, de mettre en place des systèmes de culture, des pratiques culturales qui réduisent les pesticides, l'utilisation des pesticides. Donc les nichoirs, les lâchers, le piégeage et l'ail. Et le désherbage mécanique. Je l'avais oublié. En tout cas, merci Jean-Luc de nous avoir accueillis et bonne continuation à toi. Merci à toi. Alors tu nous fais un petit complément sur le désherbage. Voilà, donc bonjour, je suis l'animatrice du réseau Défi Ferme Clémentine. Et pour des raisons de timing, on a coupé le petit clip vidéo. Et ce que je voulais dire pour compléter, c'est que donc Jean-Luc, dans l'exploitation du lycée, a changé ses pratiques de désherbage, donc n'utilise plus d'herbicides. Et donc du coup, gère la hauteur de l'herbe avec une tonte à l'aide d'un rotophile sur le rang de plantation. Et ça a permis aussi en fait de pouvoir lutter contre les pucerons. Parce que la première tonte, elle est effectuée, on va dire, en début de printemps. Et s'il y a une attaque de pucerons sur les clémentiniers, en fait, il ne va pas couper l'herbe, il va laisser l'herbe pousser. Et du coup, voilà, les coccinelles prédatrices, en fait, elles vont grimper dans l'arbre pour lutter contre le puceron qui n'est pas du tout traité, en fait. Voilà, et enfin, c'était simplement ce que je voulais dire pour compléter le témoignage de Jean-Luc. Merci. Merci. Donc je vais inviter la com Lapierre, donc qui est chef de culture dans une exploitation impliquée dans un groupe défi pommes en Dordogne. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu brièvement donc l'exploitation et après aussi ce que vous avez mis en place là depuis 2 ans pour lutter contre le puceron cendré? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis chef de culture dans une exploitation en Dordogne. Donc, pour présenter rapidement l'exploitation, on fait maintenant 22 hectares de pommes et on s'est diversifié récemment avec 4 hectares de myrtilles et 7 hectares de châtaignes. Voilà. Je vais rapprocher. J'ai démarré mon essai, en fait, c'était suite à des formations en entomologie et puis en couverts végétaux inspirés des grandes cultures, et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des leviers à jouer sur les pressions de pucerons et peut-être d'autres leviers à tester. Donc j'ai profité de l'implantation d'enherbement dans les jeunes vergers pour implanter des couverts diversifiés. Donc jusqu'à maintenant, les enherbements c'était du monospécifique avec des graminées et un peu de trèfle. Et donc là, on a semé des mélanges inspirés des grandes cultures. Donc avec de la moutarde, de la facélie, du mélilo, enfin il y avait à peu près une dizaine d'espèces. Le but c'est d'avoir une floraison la plus longue possible et donc d'avoir une nourriture pour les auxiliaires la plus longue possible dans la parcelle. Voilà. Donc mon essai ça a été de semer assez tôt, donc la plantation se fait en hiver et dès le mois de mai on sème un couvert. Ce que je me suis rendu compte c'est que l'auxiliaire le plus efficace et le plus rapide contre le puceron, c'était le cirf. C'était celui qui était le plus favorisé par mon couvert. Voilà. Et donc l'objectif, c'est on voit souvent les coccinelles qui arrivent en nombre, mais qui arrivent après la bataille, parce qu'elles suivent les courbes de population des pucerons, mais en décalé. Et du coup, les dégâts ils sont faits pour nous, donc ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Donc le but c'est d'essayer d'avancer ces pics de montée d'auxiliaires, mais qu'elles soient de ne pas les mettre après, mais avant le pic de présence de ravageurs. Voilà. Et l'autre piste, donc comme je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des leviers à jouer sur les couverts végétaux, notamment sur la gestion de l'enherbement. J'ai fait notamment un essai que je vais présenter tout à l'heure. Il y a aussi la gestion des engrais. Parce qu'avoir des couverts végétaux en hiver qui font beaucoup de biomasse, ça permet notamment de fixer les nitrates qui restent en fin de saison et les remettre à disposition en début de saison pour les arbres. Voilà. Et puis on peut faire éventuellement un mulch, donc ça permet aussi de travailler la gestion de l'eau. Voilà, donc ça c'est mon couvert un mois après le semis. Donc on voit qu'il y a principalement la moutarde qui est montée.
On voit que ça fait quand même 1,50 m de haut au moins. Il y a des endroits où on voit presque plus beaucoup les arbres. Donc là, il y avait des nuages d'abeilles, enfin des bestioles qui volaient dans tous les sens. Voilà. Et donc en première année, sur ce verger-là, j'ai fait 0 insecticide. Et j'ai pas eu de problème particulier. Bon, c'est une plantation qui est jeune. En deuxième année, il y a une partie qui a décroché, où j'étais obligé de faire une intervention avec un insecticide chimique, et une autre partie où j'ai réussi à rien faire. Voilà. Le problème, c'est que là maintenant, les graminées ont pris le dessus sur mon couvert, et que si je voulais continuer l'expérimentation, il faudrait ressemer quasiment tous les ans un mélange pour que ces plantes annuelles puissent être là en suffisamment grand nombre. Voilà. Ça, je vais le passer. Donc là, on voit une photo. Ma stratégie de couvert, ça a été de faire un semis dans l'année et d'avoir plusieurs pousses. Donc en fait, la première diapositive, on voit la moutarde qui a fait une croissance très rapide. Donc au bout d'un mois, elle arrive à fin de floraison. Donc j'ai passé un premier coup de broyeur. Derrière, j'ai le sorgho fourragé qui a poussé tout l'été. Donc on voit qu'il fait quasiment 2 mètres de haut au mois de fin août, je vais y arriver. Et ensuite, dans ce mélange-là, il y a des graminées d'hiver. Donc là, c'était du régras, mais dans mes nouveaux essais, c'est plutôt du seigle forestier. Voilà, donc un seul semis, et j'ai 3 couverts différents dans ma saison. Voilà. Ça, c'est le sol au bout d'un an. On voit que le sol il est complètement couvert par les couverts végétaux. Et là, on voit les engrais, mon engrais que j'ai mis, je ne sais pas si on le voit très bien, au centre de la photo, qui se fait attaquer par les racines qui viennent directement, des couverts qui viennent directement se servir dans l'engrais. Et ça permet, c'est intéressant dans l'assimilation des engrais organiques, je pense. Voilà. Donc ça, c'est le même couvert 1 an après. Donc le régras qui est monté. Voilà. Le deuxième essai que j'ai mené suite à mes premières observations, c'est j'ai semé de la févrole à la volée sous le rang désherbé. Donc le but, c'est d'avoir un couvert qui se développe pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, l'accès à la lumière n'est pas un problème. Donc à la récolte, je sème ma févrole sous les arbres, et elle va pousser pendant tout l'hiver sous les arbres. Et au printemps, au moment du débourrement, je passe un coup de satellite pour la coucher. Et ça me permet de faire un mulch et un paillage assez efficace sous les arbres. Voilà. Et ça a entretenu notamment la févrole. Il y a pas mal de pucerons qui logent dessus, donc tout l'hiver, j'ai des auxiliaires qui sont présents. Là. Voilà. Voilà, merci. Merci Tom. Alors pour finir, je vais inviter donc Sébastien Blache, qui est agriculteur bio dans la Drôme, qui fait partie donc d'un groupe Défi Arbo Bio. Voilà. Donc Sébastien, est-ce que tu peux me présenter un peu les mesures que tu as mis en place et en faveur des oiseaux et des chiroptères, donc pour le bénéfice en fait de la biorégulation? Et voilà. Ah oui, je peux. Voilà. Essaye. Avec le PowerPoint, du coup. Voilà, c'est à la suite, en fait. Alors, sinon, tu as le petit, comme tu veux. Voilà. Ouais. Ah ben voilà, c'est bon. Donc, tu veux un micro, peut-être? Ouais, peut-être, ce sera plus simple. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter la ferme dans laquelle je travaille. Alors déjà, pour me présenter, donc moi je me revendique plus paysan qu'arboriculteur, parce que vous allez comprendre en fait que le verger, pour moi, fait partie d'un système complet sur la ferme. Je tire mes revenus, pas uniquement du verger, mais de tout, de plusieurs choses, de l'élevage, des arbres fruitiers, de maraîchage et de grande culture. Et je travaille sur une petite ferme, puisqu'aujourd'hui, elle fait 17 hectares, et on est bientôt 4 à travailler dessus. Voilà, on gagne notre vie, on arrive à fonctionner. Et c'est une ferme qui a été créée de toutes pièces, puisqu'en fait, en 2006, c'était une parcelle qui était en grande culture,
sur lequel il n'y avait pas de haies, pas de verger, et qui était depuis les derniers remembrements, c'est-à-dire en 73, qui avait été complètement bouleversé pour devenir des grandes parcelles de la vallée du Rhône dans la région de Valence. Si vous prenez le TGV ou vous remontez sur l'autoroute, vous avez l'occasion de les voir. Du coup, ouais, super. Du coup, vous voyez une toute petite photo là du verger, et il y a une partie du verger pour ce qui est des pommes et des poires, pour lequel l'entretien se fait par du pâturage, et notamment du pâturage de brebis. Nous avons des brebis sur la ferme, pas uniquement des brebis pour le verger, mais aussi un troupeau de brebis à viande. Et ça, c'est une race très particulière. C'est la seule race qu'on peut faire réellement passer sous des arbres longtemps. Elle reste toute l'année, et même en période sans herbe. C'est la race de brebis Shropshire. Alors vous voyez, le verger tel que je le conçois, il est dans un tout. Et en fait, il est en interaction avec la totalité du reste de ce qu'on fait. Le verger, il est petit, hein, il fait 2,5 hectares. Et sur ces 2,5 hectares, on travaille plusieurs fruits, donc de la figue, de la pomme, de la poire, enfin vous voyez les différentes choses. Et au sein du verger, vous allez voir dans le reste de la diapo, on travaille également du maraîchage, mais et également de l'élevage. Le reste de la ferme, c'est des grandes cultures, le troupeau de brebis, les poules, et tout est destiné à la vente directe. Donc, en fait, ce qui nous permet, nous, également, de fonctionner sur une petite ferme, c'est effectivement que on passe, les marches sont réalisées directement avec une vente sur place qui permet de valoriser très correctement les produits. Donc voilà, ça c'était pour illustrer. Donc pour aller plus loin dans le verger, vous voyez, le verger, c'est tout ça. Et en fait, mon système, il n'est pas du tout fixe dans le temps, il n'est pas défini. Peut-être que si on aurait l'occasion de se revoir d'ici quelques temps, vous verrez que des choses que j'ai faites, je les ai abandonnées pour en faire de nouvelles. Puisqu'en fait, on fait plein d'expériences, et ces expériences, il y en a qui fonctionnent, et puis il y en a qui ne fonctionnent pas. Mais pour l'instant, ce qui a l'air de relativement bien marcher, notamment pour des questions de résilience, pour moi, c'est de ne pas mettre tous les yeux dans le même panier. Aujourd'hui, en termes puisque là, aujourd'hui, la question, c'est la réduction des phytos. Moi, à l'origine, j'étais dans la protection des végétaux. C'est de quasi plus faire aucune intervention sur le verger. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que du cuivre qui est fait sur les pêchers. J'ai arrêté tout le reste. Et en pommier, je fais que 3 passages en carpovirusine. Et on a arrêté absolument tout le reste. Donc, ce qui fait qu'on est sur des traitements qui sont très faibles, et ça fonctionne relativement bien. Alors, je ne vous dis pas qu'on a des pommes qui sont nickel, qu'il n'y a pas de carpocaps dans les pommes, mais en tout cas, la valorisation de nos produits fait que, pour l'instant, nous, ça ne nous pose aucun problème. Ça fait 10 ans que je fais ce travail sur la ferme. Les brebis sont présentes sur la partie pommier-poirier, je vous l'ai dit, mais également depuis 3 ans, on travaille avec des poules. On a 3 poulaillers mobiles qui fait à peu près 180 poules qu'on balade essentiellement sur la partie fruits à noyaux, donc pêcher, abricotier, prunes. Et on privilégie la présence des poules en présence des fruits, et notamment en période de récolte, notamment pour nettoyer la parcelle et enlever tous les fruits qui tombent au sol. Ça, c'est très très efficace. C'est très efficace au niveau de l'enherbement. Donc du coup, c'est très efficace aussi par rapport à la biodiversité dans les deux sens, positivement mais aussi négativement, puisqu'en fait l'impact des poules, si on les laisse trop longtemps sur le même endroit, c'est une catastrophe. C'est bien plus efficace que n'importe quel désherbant. Ça mange absolument tout. Donc que ce soit les brebis, que ce soit les poules, de façon générale, la faune domestique sur la ferme, on va essayer de la faire tourner et de jamais la mettre en grosse pression sur tout le verger pour ne pas se retrouver en fait dans un système où du coup la biodiversité sauvage ne fonctionne plus puisqu'elle n'est pas là, quoi. Donc on essaie d'avoir un système le plus hétérogène possible, et ça passe du coup forcément par la question de la biodiversité sauvage. Alors bon, avant d'être agriculteur, j'ai travaillé pendant pas mal d'années à la LPO, donc ce qui fait que du coup les oiseaux,
J'avais quelques notions, et notamment en termes de comptage. Donc j'avais fait un point zéro sur l'exploitation. Et en 10 ans, en fait, on est passé de 25 espèces d'oiseaux qui étaient essentiellement là où il y a les bâtiments, c'est-à-dire pas là où il y a le verger, parce que là où il y a le verger, il n'y avait strictement rien, c'était du maïs depuis longtemps. Et aujourd'hui, sur l'exploitation, on est à plus de 40 espèces d'oiseaux. Et en termes d'abondance, c'est pareil, ça a énormément augmenté. C'est la même chose pour beaucoup d'autres cortèges, les reptiles, les amphibiens. Dans le verger, aujourd'hui, on se retrouve avec des reptiles, des amphibiens, des petits mammifères, de la belette, des chauves-souris, etc. Et ça, c'est le fruit essentiellement de ce qu'a dit Jean-Michel, ce que la plupart des gens ont dit régulièrement. Moi, j'ai fait que lire des livres et puis discuter avec les gens qui sont plus compétents que moi, qui sont ici dans la salle, et puis essayer de les mettre en œuvre. Et on se rend compte que ce qui compte, c'est faire de la connexion, de faire des habitats. Lorsqu'on cultive, on cultive, mais dans le système de culture, ce qui est important, c'est de laisser la place pour la biodiversité si on veut qu'elle soit suffisamment nombreuse et abondante pour espérer rendre des services. Donc moi, j'ai fait tout ce qu'a dit Jean-Michel. Voilà, j'ai essayé. Donc j'ai mis des nichoirs de plein de types différents. Je suis suivi par Agribiodrome également, qui me soutient, qui m'aide à poser de plus en plus de nichoirs. On a rajouté, donc on a augmenté de façon considérable. Même on a poussé le bouchon à se dire, allez, aujourd'hui, on va se dire les nichoirs, on ne veut pas que ce soit un facteur limitant, donc on va dépasser tout ce qu'on imaginait. On a mis plus de 50 nichoirs sur le verger. C'est-à-dire, en gros, vous êtes à un endroit où vous voyez toujours un nichoir à 3 mètres. Et vous verrez la dernière diapo, et ben en fait, ça marche. On peut aller très très haut en densité. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Alors, ça passe par les nichoirs, mais ça passe aussi par les aménagements. Et ça passe aussi par essayer de créer d'autres choses. Je pense que je suis en rouge, là, c'est ça? Ouais, quand je te vois arriver derrière avec le petit fouet. Par créer au sein du verger de la strate et des écosystèmes verticaux. Donc moi, j'ai mis des arbres au sein du verger. Moi, je ne me projette pas d'arracher mon verger dans 20 ans. Hein. L'idée, c'est que ça aille jusqu'à la fin de ma carrière. Et du coup, même plus loin, j'espère. Et donc, du coup, on a mis des cyprès, on a mis des tilleuls, on en a mis 30 pour 2 hectares pour essayer d'apporter des éléments et essayer de faire qu'on ait le plus d'auxiliaires possible. L'amarre, c'est de la rhodite. La gestion des tailles, aujourd'hui, on ne fait pas que ça, mais j'essaie au maximum de créer des îlots qui sont réalisés avec des résidus de taille. Dessous, il y a une plaque. Hop, chaque année, on charge. Et là, en fait, c'est considérable le gain en termes d'habitat. On a travaillé également sur les ronciers, le développement de bosquets au sein du verger, mais géré, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agit quand même de pouvoir récolter des fruits. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est la carte de l'année dernière. Sur les 50 nichoirs à mésanges, on avait 25 nichoirs qui étaient occupés dans le verger. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'au-delà des oiseaux cavernicoles, pour ce qui est que des oiseaux, hein, pour lequel on a pu vraiment faire une action simple, qui était de mettre un nichoir, il n'y était pas, et c'est des oiseaux qui ont besoin de trous pour nicher. Dans un jeune verger, c'est impossible. Eh bien, la présence des autres arbres, des haies, etc., permettent à des espèces qui construisent leur nid, comme les chardonnerets, comme les merles, les pies, etc., qui sont potentiellement des auxiliaires. Et puis, on passe de 2 espèces de mésanges potentiellement à plus de 15 espèces d'oiseaux si on fait venir tous les verdiers, les fauvettes, etc. Eh bien, ça commence à arriver. Et là, en taillant les pêchers cet hiver, j'ai déjà trouvé 5 nids de chardonneret à proximité, dans le verger de pêcher. Donc on commence à voir les choses un petit peu évoluer. Et l'année dernière, là c'est la diapo qui était, je ne vais pas vous montrer, je vais plutôt vous dire ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, le verger a fait quasi 40 000 € de chiffre d'affaires, donc sur 2 hectares diversifiés. Et nous, voilà, ça nous convient parfaitement pour arriver à fonctionner et à laisser les phytos de côté. Voilà, merci. Merci Sébastien. Pour les questions. Je vais laisser un micro.
avant les questions, merci déjà à tous les intervenants. Merci à Fanny Vernier, là, qui est la jeune femme qui se cache un peu, mais c'est elle qui a coordonné cette séquence. Donc voilà, faut pas l'oublier. Bravo. Et tout le monde, voilà. C'est bien. Est-ce que vous avez donc des questions pour les intervenants? Là, on est vraiment sur un sujet où on a beaucoup évolué. Il y a des choses qui ont été présentées, qui n'ont jamais été vues, notamment toutes les interactions sur le dernier verger, qui regroupent un peu tout ce qui a été dit avant. Donc c'était vraiment la mise en pratique de théorie au départ et qui s'avère vraiment concrète chez Sébastien. Alors, bon, allez-y pour les questions. La biodiversité n'intéresserait pas? Si. Bon, c'était pour se lancer. Hein. Donc c'était une question pour Jean-Michel Ricard. Donc Thibaut Gévénat, je suis conseiller biodiversité et agroécologie à la Chambre des Bouches-du-Rhône. Et c'était une réaction par rapport à une des diapos que tu avais présentée, justement sur les philodromus. Et tu disais, tiens, si on baisse les traitements, s'il y a plus de haies, s'il y a plus de friches, et je réagissais par rapport à ça. Parce que notamment en friches, en verger, jusqu'à présent, j'avais plus entendu, s'il y a des friches en verger, il va y avoir plus de carpocaps dans mes vergers. Donc, est-ce que ça a favorisé plus de carpocaps et plus d'araignées prédatrices des carpocaps? Enfin, voilà, c'était une petite réaction comme ça. Est-ce qu'on va favoriser justement cette biodiversité fonctionnelle prédatrice, mais aussi potentiellement les ravageurs, et un peu cette question de où en sont un peu les perceptions aussi du monde agricole et des arboriculteurs par rapport à ça. Donc ça fait un peu deux questions. Hein. La première, c'est technique, et la deuxième, c'est perception des arboriculteurs. Jean-Michel ? Hein, c'est bon ? Oui. Bah, c'est vrai qu'en fait, on est toujours dans une action ou une intervention, quelle qu'elle soit, finalement, a un côté favorable, défavorable sur la biodiversité et ou sur les ravageurs. Et c'est vrai que favoriser une friche ou même les haies, certaines haies, ou pas nécessairement qu'en arbo, mais dans d'autres systèmes ou dans d'autres cultures, on sait qu'aussi, dans certains cas, ça peut être favorable à la présence de ravageurs, je sais pas moi, selon la composition de la haie aussi. Hein, si on prend la Drosophile Suzuki, avec certaines espèces comme l'arbousier ou des ronces, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu aussi confronté à ce genre de difficultés où on veut favoriser globalement quelque chose, et quel est finalement un peu l'ensemble des compromis et des gains et des pertes et des gains. C'est difficile à estimer, ça c'est clair, je le reconnais, quoi. Après, bon, l'exemple des philodromus, voilà, c'était un exemple que je voulais montrer par rapport pour montrer aussi un côté régulation précoce, un côté aussi d'une biodiversité d'auxiliaires moins connus que les auxiliaires classiques des vergers, montrer aussi voilà, le côté précoce et le côté vraiment intervention à des moments du cycle du ravageur qui sont clés quelque part par rapport à une dynamique où effectivement, et c'est ce que disait aussi, excuse-moi j'ai oublié ton prénom, mais par rapport au fait que voilà, on va essayer de favoriser aussi par certaines ressources l'arrivée d'auxiliaires précoces comme les larves de cirque. C'est une régulation de pucerons, quoi. Après, par rapport à la deuxième question, là, je ne peux pas parler à la place des arboriculteurs en général. Enfin, par rapport à cet aspect-là, pas plus tard qu'hier, moi j'étais sur un atelier biodiversité avec des producteurs dans le cadre d'un projet sur la Sika Mogio à côté. J'ai l'impression qu'il y a quand même voilà, une volonté de faire bouger les lignes, même chez des gens qui sont vraiment sur des grosses exploitations avec 100 hectares de pommiers et pas grand-chose de tout ce qu'on a pu voir là.
un peu des déserts, comme on dit entre nous là. Voilà, il y a quand même des initiatives d'avancer, à la fois un peu effectivement sous la contrainte de la réduction de certaines matières actives, c'est évident, mais ça va avec aussi, bon voilà, enfin, par rapport aussi à des exigences nouvelles, je dirais aussi, enfin nouvelles ou de plus en plus fortes de cahier des charges, donc ça se rejoint un petit peu. Et de faire bouger, même sur des grosses exploitations, de prévoir voilà, des aménagements. Je pense que ça se programme aussi dans le temps, dans une rotation de blocs, de parcelles qui vont disparaître, qui vont être arrachées, d'avoir un peu une vision sur du moyen, enfin pas du court terme, mais plutôt du moyen long terme, de restructuration un peu des exploitations et de leurs aménagements, enfin en termes de structure pérenne, quoi. Voilà. Ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas quantifier l'apport de la biodiversité comme on quantifierait un apport de produits ou comme un apport d'une pratique sur le verger. Et c'est juste, on est avec du vivant, il y a de l'aléatoire, il y a des choses qui sont en interaction. Donc c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas avec le sens où l'homme se doit d'être maître de la nature. On n'est pas dans cette dimension-là. On est plutôt dans la dimension où on accepte une part d'inconnu et une part de quelque chose que l'on ne maîtrisera jamais. Donc il ne faut pas le voir autrement. C'est un allié, mais un allié qui a ses propres règles aussi. Je voulais poser une question à Com aussi en tant que... Par rapport à l'aspect quantification, je pense qu'on peut à l'avenir avoir aussi une certaine forme de réponse, parce que il y a des projets, enfin je veux dire, en fait ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est le lien entre les fermes, des observations de biodiversité qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on pourrait avoir par rapport à des mesures, en fait, des réseaux observatoires, ou faire le lien entre les réseaux d'observation type BSV ou autres, en fait, de faire les liens entre ces données, ces bases de données qui parfois existent et ne se rejoignent pas toujours, ou qui pourraient être travaillées, mises en lien, pour essayer de montrer, voilà, justement, à travers des données quantitatives, les corrélations ou pas qu'il peut y avoir entre des données biodiversité, des données de résultats de ferme et des données de ravageurs ou de pression ravageurs à des échelles soit territoriales, soit régionales. Enfin voilà, il y a moyen aussi de quantifier quand même un petit peu les choses. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Jean? Ah, le micro. Présente-toi, s'il te plaît. Merci, oui, Jean Arzig, magazine Végétable. Naturellement, la présentation de Sébastien Blache est un petit peu je dirais, un extrême, en tout cas, une interpellation sur la déspécialisation du système arboricole. Et à ce stade, je me tourne vers Daniel Sauvêtre, qui est le porteur de verger éco-responsable, donc de tout un cheminement. Verger éco-responsable est un concept qui évolue. Comment toi tu accueilles ce genre de vision sur la déspécialisation du verger de pommier, alors que bon, jusqu'à présent on est resté quand même sur des systèmes à la fois intensifs et très spécialistes. Est-ce que tu conçois que verger éco-responsable puisse évoluer vers des systèmes quelque part au moins déspécialisés, sinon moins intensifs? C'est la preuve que ça existe et que finalement c'est un système qui, dans ce que nous dit Sébastien, on peut en vivre. Donc de toute façon, c'est une réalité. Aujourd'hui, je pense quand même qu'on est loin de ce que je ressens être la motivation de la majorité des adhérents de l'association, qui, bien qu'étant vergers responsables, éco-responsables, sont dans une dynamique d'agroécologie de plus en plus poussée, et sans doute que l'horizon que nous montre Sébastien peut en intéresser certains, mais on voit bien qu'il y a la déconstruction que tu dis, mais ça veut dire aussi que humainement c'est aussi un choix très personnel, et il y a de la déconstruction à faire de soi-même, parce que notre formatage est quand même assez loin de cette démarche,
qui est multiproduction sur un même site, on est très loin, quoi. Mais bon, c'est un horizon, et en plus, il y a toujours, quand on parle de défi XP, ici, on a beaucoup à apprendre, justement. Bon, ce que je m'interrogeais, j'ai vu qu'on y trouve beaucoup d'oiseaux. Après, j'aurais envie d'aller visiter, de poser beaucoup de questions sur l'économie d'ensemble du projet, justement, la valorisation des produits, quelle production réelle on peut faire dans ce type de situation, quoi. J'ai pas tout compris encore, hein, mais ça mériterait un travail de découverte plus poussé, mais voilà, on va dire que c'est un horizon possible pour Verger co-responsable. Lointain. Merci Daniel. Une dernière question. Juste, si je peux, ça appelle juste une toute petite réponse. Ce que j'ai pas eu le temps de présenter, bien évidemment, c'est que là où, et puis je répondrai sur la question économique, là où je vous rejoins, moi, ma démarche au démarrage, moi, j'ai fait de la protection des cultures. Donc, j'ai travaillé dans des vergers, comme vous les connaissez. Mais à titre personnel, ça ne m'intéressait pas de m'investir professionnellement et de créer ce type d'outils. Donc, les 20 ans d'ornithologie, ça m'a permis de m'éloigner énormément de ça et puis de finir par pratiquement perdre tout contact avec ça. Et quand je suis revenu sur la possibilité de reprendre une exploitation agricole et de créer une exploitation agricole, je l'ai fait essentiellement avec mes envies. Et mes envies, c'est un petit peu ce que vous avez compris, c'était de faire un système paysan vertueux dans lequel je puisse en vivre et qui respecte mes valeurs. Et dans lequel l'arbre, je sentais bien que l'arboriculture, permettait d'apporter, vu la petite surface de l'exploitation, un revenu significatif. Ça, c'est le truc. Mais en mettant tout le temps en avant la question du respect de l'environnement et de l'humain, du social. Donc ça, c'est le premier élément. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il était important de réintégrer très vite du technique dans le projet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met des pommiers en gobelet ou qu'on élargit les rangs de culture que la réalité économique n'est pas au rendez-vous. La réalité économique, ça veut dire qu'il faut être capable de produire des pêches. Donc moi, ou des pommes, ou ce que vous voulez. Donc moi, je note absolument tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, en pêche, on est entre 15 et 18 tonnes hectares, ramené aux densités classiques. Aujourd'hui, sur un pommier mené en gobelet, Sophie Stevenin, qui est dans la salle, qui m'a suivi quand j'ai créé le verger, quand on a refait du verger plein vent sur M106, on n'avait pas trop d'informations sur quelle était la rentabilité et quelle était la productivité d'un pommier. Vous mettez une rainette d'armorique, une pomme peu connue chez nous, vous mettez une rainette du Canada, une Boscop ou ce que vous voulez sur ce type de porte-greffe et vous le mettez à 4 mètres de haut avec 6 charpentières. Aujourd'hui, peu de techniciens sont capables de dire ce que ça fait. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire qu'un arbre comme ça, ça fait 200 kg par arbre. Donc en fait, vous ramenez la densité et la productivité, et vous avez un travail qui est complètement différent. Et vous voyez que économiquement, vous êtes sur des choses, finalement, qui sont totalement rentables. Et le verger, en rajoutant la production de légumes et de viande de brebis ou de vente d'agnelles de brebis, parce que les brebis aujourd'hui que j'utilise, c'est une race qui est très demandée, donc on a une très bonne valorisation des agnelles, vous vous retrouvez avec un verger qui aujourd'hui représente plus de 1/3 du chiffre d'affaires de l'exploitation, qui va être aujourd'hui d'à peu près 130 000 € sur 17 hectares. Voilà. Donc c'est quelques éléments. Mais aujourd'hui, voilà, on est en capacité de vivre de notre production. Et moi, quand je vois les résultats technico-économiques des voisins qui ne sont pas dans ces systèmes-là, mais qui sont dans des systèmes très spécialisés de grandes cultures, en conventionnel ou autre, pas en bio, parce qu'en bio, c'est un peu particulier ce qui se passe en grande culture aujourd'hui, mais en conventionnel, aujourd'hui, les chiffres, les résultats économiques sont sur nos fermes qui ont des tailles modestes, ne sont pas forcément très très élevés non plus. Donc voilà, donc moi ce que je peux juste dire, c'est que je comprends pleinement l'interrogation. Moi je vous invite à venir visiter l'exploitation avec grand plaisir, mais qu'on reste avec la volonté. Et vous voyez les dernières pêches
qu'on a plantées, eh bien, je les ai plantées. C'est les dernières variétés qui étaient présentées. C'était les... Yannick, aide-moi, s'il te plaît. Les Nectar Love, Nectar Sweet, enfin, bref, toute cette clique de nectarines qui sont aujourd'hui les nectarines plantées. J'ai accepté de payer les droits de plantation, etc. Donc on n'est pas non plus, on ne s'extrait pas de tout ça, quoi. Merci beaucoup. Je dois couper. Petite synthèse, Marc? Dernière question ou c'est bon? Non, c'est bon, on va pouvoir passer à la synthèse. Donc tous ces témoignages nous montrent en fait que ça bouge quand même dans le réseau Défi, parce que c'est le sujet quand même, c'est notre réseau. Donc ça avance en fonction des problèmes qui sont rencontrés, mais aussi de l'intérêt des producteurs des groupes. Donc là, vous venez de le voir là, à l'instant. La biodiversité donc apparaît comme un levier à développer quand même, et à combiner avec d'autres moyens de lutte qui sont le choix variétal, comme on l'a vu un peu dans la séquence d'avant, le contrôle cultural, la fumure, les barrières physiques. En fait, bon là j'énumère quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et donc pour assurer quand même un bon équilibre entre les bioagresseurs et objectifs de production qui est satisfaisant. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on retient qu'on peut distinguer deux niveaux d'utilité donc de la biodiversité dans les fermes. Celle vraiment qui est fonctionnelle, jusqu'où elle peut nous aider en fait dans la gestion des ravageurs, mais aussi ce qu'on peut mettre en place pour la favoriser. Et celle qui est plus globale, celle qu'a présenté un peu François, mais aussi Sébastien, qui peut être bénéfique sur le long terme, même si parfois c'est imparfait. Ça permet quand même de limiter les dégâts et quand même en développant une panoplie d'actions, comme on l'a vu, ou simplement en laissant faire, on a des résultats. Donc il faut donc prendre la biodiversité comme un tout est lié, la préserver si elle existe, ou reconstituer donc la mosaïque des milieux, ça aussi ça a été dit. En fait donc reconstituer la chaîne entre les haies, les friches, les taillis, les points d'eau, bon, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et donc favoriser toutes ces connexions. Mais on l'a vu aussi, c'est qu'actuellement la filière a besoin d'expérimentation car on manque de références sur des systèmes de culture pour conseiller en fait correctement donc les arboriculteurs. En ce sens, donc il y a des nouveaux projets défis XP qui commencent dès cette année et donc qui sont porteurs d'espoir, je l'espère, moi personnellement. Donc on a vu avec François le projet de la suite de Vertical qui s'appelle Ampusa. Et après on peut aussi citer le projet Capred qu'on a vu ce matin, ou encore Ecopêche 2. Voilà. Et donc à notre niveau, donc sur l'exploitation, surtout ne pas oublier de laisser faire parfois. Il existe plein de petits riens, on l'a vu. Donc des choses simples, des bases qu'on peut mettre en place ou introduire dans les choix. Dans vos choix. On peut agir sans avoir toutes les solutions pour la régulation des ravageurs. La biodiversité est en effet très complexe, je crois que ça a été dit, et ne pourra pas se retranscrire telle quelle sur les parcelles, sur telle ou telle parcelle. Il faut prendre en compte nos alliés qui sont sur une exploitation passera forcément par la présence des ravageurs, mais par conséquent donc une acceptation des dégâts dans une certaine mesure. Donc pour finir la petite phrase, donc la biodiversité amène la biodiversité et donc à la fois des ravageurs et des auxiliaires. Il s'agit d'arriver donc à un équilibre entre ces acteurs, équilibre environnemental mais aussi économique. Donc merci à vous et merci aux intervenants. Merci Fanny.